Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce vendredi. L'Europe se donne du temps et prend rendez-vous. D'ici 4 mois, il faudra trouver une solution à la crise née du rejet du traité de Lisbonne par l'Irlande. Nicolas Sarkozy a également annoncé que l'élargissement de l'Union ne pourrait se faire sans l'entrée en vigueur du traité. Le gouvernement, une nouvelle fois, ne semble pas aussi pessimiste que l'INSEE sur les prévisions de la croissance. Parmi les indices économiques clés, nous ferons ce soir le point sur le marché immobilier. Les promoteurs ont apparemment le moral en berne. Nous verrons pourquoi. 2 questions du jour pour la secrétaire d'État à la famille. Tout d'abord, le gouvernement va-t-il revaloriser l'allocation de rentrée scolaire? Mais aussi, que faut-il penser des chaînes de télévision pour bébés? La polémique est ouverte. Nadine Morano est l'invitée de ce journal. Le grand format de ce soir nous emmènera au cœur du fanatisme religieux, les talibans qui poussent des enfants à devenir kamikazes. Âgé de seulement 14 ans, un jeune Afghan, vous le verrez, vient d'être arrêté alors qu'il allait se donner la mort. Enfin, les larmes du Portugal. Il pouvait rêver d'un titre européen, mais l'Allemagne s'est imposée hier dans l'Euro de football. L'autre info du jour, c'est le souhait émis par la star Cristiano Ronaldo de quitter son club Manchester United. Et si les choses allaient mieux en octobre prochain, à défaut de trouver une solution pour sortir de la crise que lui a imposé le peuple irlandais, l'Europe a décidé aujourd'hui à Bruxelles de se donner du temps. Et le président français de préciser une chose, un nouvel élargissement de l'Union à d'autres pays semble désormais conditionné à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Autre sujet du jour, la crise des carburants. Sur place à Bruxelles, François Bedonnet. Ils étaient venus à Bruxelles avec le même constat. Ne rien faire pour les Européens victimes de l'explosion des prix du pétrole serait suicidaire. 24 heures plus tard, les chefs d'État se sont mis d'accord pour agir, oui, mais pas maintenant. Car chacun y va de son idée. Le projet français de plafonner la TVA sur les carburants est toujours, comment dire, aussi fraîchement accueilli par l'Allemagne. Mais la France, elle, persiste. Je ne céderai pas, je me battrai sur le sujet. Prélever 20% de fiscalité sur un baril à 42 $ et prélever les mêmes 20% sur un baril à 139 $, c'est pas la même chose. Quasi unanimité en revanche après le non au référendum à Dublin. Avec le traité de Lisbonne, l'Europe est plus démocratique. Nous pensons tous qu'après les 19 pays qui ont déjà ratifié, le processus va se poursuivre. Pour son premier sommet européen, Brian Cowen, le Premier ministre irlandais, n'a peut-être pas passé de très bons moments, mais il a au moins réussi à gagner du temps et à ne pas évoquer de second référendum. Ce soir, Paris veut donc relâcher la pression sur l'Irlande en évitant à tout prix la contagion du non. En fin de sommet, Nicolas Sarkozy s'est montré encore plus incisif. Pas de traité de Lisbonne, alors plus d'élargissement, a-t-il déclaré. Une menace à peine voilée aux eurosceptiques tchèques qui porteraient alors la responsabilité du blocage total de l'Europe. Ce sont toujours des chiffres importants, des indicateurs de la santé économique du pays, mais ils ont rarement les faveurs du pouvoir en place. Ainsi, l'INSEE prévoit un ralentissement de la croissance, soit plus 0,2% pour le deuxième trimestre. Et le gouvernement a très vite réagi, contestant ces prévisions, les qualifiant de pessimistes. Le Premier ministre a même d'ailleurs estimé que la croissance pourrait atteindre malgré tout entre 1,2 et 2%. Alors au cœur de ces prévisions de l'INSEE, on retrouve 2 tendances. L'inflation qui se poursuit avec un pic cet été et le marché de l'immobilier qui se tasse. Les prix pourraient ainsi baisser, mais les taux d'intérêt, eux, continuent de grimper. On fait le point ce soir avec Sophie Brune et Pascal Caron. Brie-Comte-Robert en Seine-et-Marne. En 2005, ces pavillons se sont vendus comme des petits pains avant même d'être achevés. Au bout de la rue, un chantier similaire, mais aujourd'hui, le promoteur a bien du mal à écouler ses maisons. Donc là voilà, on a un chantier en cours avec des livraisons pour la fin de cette année et courant d'année prochaine. Au jour d'aujourd'hui, à peine la moitié est réservée. Et notre commercial dans son bureau de vente s'ennuie tristement parce que plus de visites, plus de téléphone, plus d'internet, calme plat total. Et c'est une situation que l'on rencontre dans l'ensemble de nos bureaux de vente et qui est aussi vraie dans beaucoup de bureaux de vente de confrères. En France, en effet, les ventes de logements neufs ont baissé de 28% au premier trimestre. Premier touché, les promoteurs. Kaufmann & Broad affiche ainsi une chute de 71% de son bénéfice. Retour en Seine-et-Marne, à une vingtaine de kilomètres de là, dans la banlieue de Melun. Le prix du mètre carré tourne ici autour de 2 000 €. Depuis le début de l'année, les transactions ralentissent. Cette agence vient de fermer. Un manque d'acquéreurs,
Bon, les offres sont toujours là, mais le marché est beaucoup plus difficile. Donc on réduit les coûts en réunissant les négociateurs dans une même agence sur Melun. Après 7 années de forte croissance, le secteur de l'immobilier entre donc dans la tourmente. Depuis la crise américaine des subprimes, les banques sont plus frileuses pour octroyer des crédits. Les taux d'intérêt continuent de grimper. À terme, les prix pourraient baisser. Aujourd'hui, les acheteurs sont plus exigeants, négocient, les vendeurs doivent prendre conscience de ce nouvel environnement et c'est ce qui va conduire progressivement les prix à s'assagir, voire une légère baisse. Cette baisse n'est pas encore généralisée. À Paris, par exemple, les prix continuent de grimper. Économie toujours, et l'année scolaire n'est pas encore terminée, que l'on parle déjà de l'allocation de rentrée pour les écoliers et les lycéens. Les associations réclament sa revalorisation. Avant de voir quelle sera la réponse du gouvernement avec Nadine Morano, la secrétaire d'État à la famille, on fait rapidement le point sur cette allocation avec Karine Fex. Cahiers, stylos, cartables, la rentrée scolaire, ça coûte cher. D'autant plus que les prix des fournitures ont augmenté l'an dernier plus que l'inflation. Plus on est grand, plus la dépense est lourde pour les parents. De 200 € pour un élève de primaire, le coût de la rentrée passe à 350 € au collège, à 500 € au lycée. Sans compter les frais annexes, vêtements, activités sportives. Pour beaucoup de parents aux revenus modestes, difficile de faire sans l'allocation de rentrée scolaire. L'aide est aujourd'hui de 272 € par enfant, le même montant pour tous les élèves de moins de 18 ans, quelle que soit leur classe. Pour percevoir l'allocation, les parents doivent gagner moins de 22 000 € par an pour un enfant scolarisé, un montant qui évolue selon le nombre d'enfants. En 2007, près de 3 millions de familles ont touché l'allocation de rentrée scolaire. Alors voyons ce qui va changer avec nous, la secrétaire d'État à la famille. Bonsoir Nadine Morano. On entend depuis quelque temps que le gouvernement réfléchit à une allocation de rentrée modulée. Premier point, est-ce que ce choix est ce soir arrêté ? Oui, il est arrêté. C'était aussi une demande à la fois des partenaires sociaux, mais aussi des associations familiales. Je serai demain à Toulouse avec Xavier Bertrand. Et c'est vrai que le gouvernement a réfléchi à moduler l'allocation rentrée scolaire parce que, vous l'avez montré dans ce reportage, la rentrée scolaire coûte plus cher au moment du collège, coûte plus cher aussi au moment de la rentrée au lycée. Et donc pour accompagner les familles, nous allons y mettre un budget supplémentaire de 50 millions d'euros. Et donc à la rentrée pour les 5-10 ans, l'allocation rentrée scolaire sera de 272,57 €, mais pour les 11-14, nous allons faire un effort significatif puisqu'elle sera de 287,57 €, et pour les 15-18 ans, elle sera de 297,57 €, ce qui fait 25 € supplémentaires. Donc vous voyez, nous avons souhaité vraiment apporter un coup de pouce supplémentaire pour la rentrée à destination des adolescents, parce que rappelez-vous, nous avions fait l'harmonisation des allocations familiales au niveau de l'adolescence à l'âge de 14 ans, et pour être en pleine cohérence, le Premier ministre a souhaité à ce que nous modulions l'allocation rentrée scolaire dès la rentrée prochaine. Alors tout cela aura un coût. Qui va financer tout cela ? Bien, la rentrée scolaire, vous le savez, est financée par l'État. C'est un budget de 50 millions d'euros, je vous l'ai dit, et c'est significatif, c'est important en termes de pouvoir d'achat parce que les Français l'attendent, bien évidemment, et à la fois, je dirais, même les associations familiales qui ont relevé depuis de nombreuses années, et puis d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être dans les associations familiales, il suffit d'être parent pour le constater lorsqu'on va faire les courses de rentrée scolaire, de voir qu'il était nécessaire de faire un effort significatif au moment de l'entrée au collège et au moment du lycée. Alors vous restez avec nous, la secrétaire d'État à la famille a certainement un point de vue sur les télés pour bébés. C'est la polémique du jour. 2 chaînes destinées aux enfants de 6 mois à 3 ans sont diffusées en France et elles ont fait l'objet d'une mise en garde de la ministre de la Culture qui s'appuie sur un rapport de la direction de la Santé. On voit cela avec Nicolas Le Marinier et Jean-François Monnier. Les apprentis zappeurs sont-ils en danger? Baby First et Baby TV diffusent 24 heures sur 24 des programmes pour les bébés de 6 mois à 3 ans. Aujourd'hui, la Direction générale de la santé s'inquiète des conséquences sur le développement de l'enfant. Elle confirme ce que de nombreux pédopsychiatres répètent depuis des années. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui pourrait être bon pour lui sur un écran. En revanche, on a toutes les raisons de penser que le bébé a besoin d'autre chose que d'un écran pour se développer. Selon la Direction de la santé, l'abus de télé chez les tout-petits peut entraîner des risques pour l'imagination, les émotions et le développement psychomoteur des enfants. Zoé, elle, est en pleine forme. Sa maman a essayé ces chaînes spécifiques, elle n'est pas convaincue.
Là, je trouve que pour un tout petit de moins de 3 ans, c'est beaucoup trop tôt. Ça ne leur apporte rien. À cet âge-là, ils ont un énorme besoin de toucher, d'apprendre. Face aux multiples critiques, les responsables des chaînes s'en tiennent aux mêmes arguments depuis le début. Ce que nous apportons aujourd'hui, c'est un environnement protégé, conçu spécifiquement pour les tout-petits, avec un contenu éducatif qui est conçu par des experts de la petite enfance. Cette réponse ne satisfait plus le CSA qui va demander aux chaînes d'informer les parents sur les risques encourus, faute de pouvoir interdire ces programmes diffusés depuis la Grande-Bretagne. Alors Nadine Morano, on a tendance aujourd'hui à avoir peur de tout, de toutes les nouvelles technologies, la télévision, Internet. Les scientifiques s'opposent, on l'a vu, sur les risques engendrés par le téléphone portable, sans avancer d'études précises. Sur ce point, par exemple, vos enfants, ils ont un téléphone portable et vous leur dites quoi? Que c'est dangereux? Oui, ils ont un téléphone portable, mais je crois qu'au-delà de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que 60% des familles ont 6 écrans en moyenne chez eux, à savoir ordinateur portable, télévision, console, téléphone. Et je dois dire qu'il faut à la fois de la prévention, mais surtout de l'éducation aux nouveaux moyens de technologie et de communication, parce que nos enfants passent 900 heures à l'école, ils en passent 1200 devant les écrans. Et on voit bien, puisque je suis allée à Strasbourg voir l'opération 10 jours sans écran, on voit bien que ça nuit à la concentration des enfants et donc à leurs résultats scolaires. Donc les parents doivent s'impliquer très concrètement à une éducation, à une prévention, à une surveillance de leurs enfants, parce que trop d'écrans, c'est pas bien. Donc des écrans, oui, mais pas tout le temps. Et il faut savoir utiliser les moyens technologiques à bon escient. Alors en revanche, concernant la télé Baby First que vous venez de montrer, encore une fois, je suis un peu affolée de voir que tout ce développement de communication fait qu'il ne faudrait pas être tenté de laisser un bébé devant la télé. Donc je veux dire, là, il relève vraiment de la responsabilité des parents de ne pas tomber dans la facilité de tout ce qu'on peut leur proposer, mais bien de savoir gérer l'ensemble de tous ces nouveaux outils qui sont à la fois fabuleux, Merci. Mais en même temps, si on ne sait pas les utiliser, ils peuvent être désastreux. Merci Nadine Morano. L'actualité à l'étranger maintenant, cela fait donc 15 ans que la région du Midwest des États-Unis n'avait pas connu de telles inondations. L'impact, on le sait, sur les récoltes sera important et cela sur fond déjà de flambée des prix des matières premières agricoles. Aujourd'hui encore, des digues ont cédé le long du Mississippi et la ville de Saint-Louis est menacée. Reportage Alain Chalvron à Ron Diamond. Elles cèdent les unes après les autres, les digues du Mississippi. 4 la nuit dernière et une trentaine sont encore menaçantes. Clarksville est sous l'eau depuis 24 heures. Les habitants avaient vu le coup venir et s'étaient protégés à grand renfort de sacs de sable. La vie s'organise d'un îlot à l'autre. Qui va chercher un chien en perdition et qui prend son mal en patience. Quand nous sommes partis la nuit dernière, après la rupture d'une digue, l'eau était beaucoup plus haute. Mais ils disent que ça va remonter. L'incroyable machine d'organisation américaine s'est mise en branle. Des volontaires viennent des 4 coins de l'État du Missouri pour remplir des sacs de sable. Ils avaient besoin d'aide. Je suis à la retraite depuis peu. Et c'est donc une manière de rendre un peu ce qu'on m'a donné. Les sacs sont ensuite transportés par la garde nationale jusqu'aux endroits les plus menacés, relayés par des volontaires pas bien vieux. Et pour finir, là encore c'est à peine croyable, ce sont des détenus venus de la prison voisine qui font la dernière chaîne avec les enfants. Nous renforçons cette digue de sacs de sable avec ces détenus du pénitencier d'État. Et ils sont contents de faire ça, oui, pour sûr, ils sont contents. Le gouverneur du Missouri est sur les lieux, en inspection. Assez satisfait, mais aussi assez inquiet. Le niveau de l'eau doit encore monter de 50 cm, mais ce sera le point culminant. Ce point culminant est prévu pour dimanche matin, si tout va bien. Et on retrouve à quelques kilomètres de Saint-Louis notre correspondant Alain Chalvron. Bonsoir Alain. Alors on vient d'entendre le gouverneur de l'État qui nous disait que le pire est à venir. Cela veut dire quoi précisément? Oui, le pire est à venir, c'est-à-dire que le niveau de l'eau doit encore monter. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles, vous voyez le temps, il fait très beau, il fait même très chaud je peux vous dire. Et puis surtout, le fait que les digues aient cédé les unes après les autres et non pas simultanément, lève quand même en grande partie la menace sur la ville de Saint-Louis. En effet, il n'y aura pas, selon toute probabilité, d'effet tsunami, c'est-à-dire tout est relatif, mais enfin une grande vague qui viendrait consécutive
à la rupture ensemble brutale de toutes les digues, dues par exemple à de très fortes précipitations. Mais c'est vrai, il y a encore des zones et même sans doute des localités sur le bord du fleuve, un petit peu au sud, qui vont subir le même sort, je dirais, que Clarksville ici, c'est-à-dire se retrouver les pieds dans l'eau. Merci Alain Chalvron. Partons maintenant en Afghanistan avec un document étonnant. Depuis plusieurs mois, le pays connaît un regain de violence. Les islamistes multipliant les attentats suicides, des attentats perpétrés de plus en plus souvent par des enfants. L'un d'eux, âgé de 14 ans, a été interpellé récemment, quelques heures seulement avant de passer à l'acte. Voici son histoire qui est loin, malheureusement, d'être un cas isolé. C'est le grand format de ce vendredi. Il est signé Dorothée Oliéric. Il s'appelle Shukirullah et du haut de ses 14 ans, il a échappé à une mort programmée. Son destin de kamikaze a été stoppé net grâce aux renseignements afghans. Sa scolarité, il l'a faite au Pakistan, dans une madrasa, une école coranique proche d'extrémistes d'Al-Qaïda. L'imam m'a dit qu'ils allaient m'envoyer en Afghanistan pour devenir un kamikaze. Je leur ai dit que je voulais rentrer chez moi pour voir ma mère. Aujourd'hui, Shukirullah se dit victime, enrôlée et manipulée par les islamistes. J'avais peur, j'ai essayé de m'échapper, mais j'ai pas réussi. Dans les montagnes afghanes, le recrutement et la formation d'enfants kamikazes connaissent une hausse vertigineuse. Ce petit bonhomme de 6 ans a été recruté par des talibans qui lui ont parlé du paradis. Ils m'ont mis une ceinture avec des explosifs ici. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'il y aurait des fleurs partout quand j'appuierais sur le bouton. Mais le petit Jumagoul n'a pas été convaincu et un 6e sens peut-être l'a poussé à rejoindre des soldats afghans qui passaient par là. Ce jeune Afghan n'a pas l'âge de conduire, mais il a celui de mourir en martyr. Après avoir fait le tour de la voiture chargée d'explosifs, il est parti pour sa mission, faire exploser son véhicule contre un convoi américain. Bien sûr, il n'est jamais revenu. Savent-ils vraiment ce qu'ils font, ces enfants qui jouent à la guerre? RPG, Kalachnikov, maniement des explosifs, ils suivent à la lettre le manuel du parfait petit soldat. Cette vidéo de propagande estampillée Al-Qaïda a été trouvée en Irak il y a 4 mois. Elle fait l'apologie des enfants martyrs. Pour ces commandants qui recrutent des enfants de 13, 14, 15 ans, tout est plus facile. Les gosses peuvent être manipulés. Dans les faits, ces jeunes ne comprennent pas toujours ce qu'on leur demande et puis leur chef n'hésite pas à leur mentir. Quand les plus jeunes passent à l'action, ça donne cela. Une prise d'otage surréaliste où les méchants sont des enfants. Le séisme en Chine avait un temps fait quelque peu oublier la question tibétaine et pourtant demain la flamme olympique au parcours épique à travers le monde sera dans la région autonome. 3 mois après les émeutes, à la veille de ce passage, notre équipe est sur place. Quelle est l'atmosphère désormais dans la capitale? Reportage à Lhasa, Pascal Golomer et Sylvain Guillaume. Nous sommes une trentaine, 30 journalistes étrangers invités à la dernière minute pour voir la flamme olympique traverser Lhasa. Elle devait à l'origine rester 3 jours au Tibet. On ne la verra que quelques heures pour raison de sécurité. Nous faussons vite compagnie à nos hôtes officiels et découvrons une ville anormalement calme, avec des forces de l'ordre omniprésentes. Devant le palais du Potala, les badauds viennent voir les décorations olympiques, car demain, l'accès sera impossible pour ceux qui n'ont pas de badge. Toutes les boutiques ont fermé aujourd'hui. Et à partir de 23 h, on ne pourra plus sortir de chez nous. Le vieux quartier tibétain tout proche est désert. Autour du temple du Jokang, pas un moine en vue. Les pèlerins se font rares, les soldats patrouillent. Un quartier qui sera complètement bouclé demain. Car c'est là qu'avaient éclaté les violences en mars dernier. Elles auraient fait 18 morts, tous des civils innocents d'après les autorités. Les associations pro-tibétaines à l'étranger parlent de 200 manifestants tués par la police et de milliers d'autres toujours en prison. La justice suit son cours, répond le gouvernement. Plus de 1100 manifestants ont été libérés. 42 autres ont été condamnés à de la prison, certains à perpétuité pour actes de vandalisme ou incendie volontaire. Les avocats sont commis d'office. Tang Biao, un avocat pékinois, militant des droits de l'homme, a demandé à aller à Lhasa défendre certains des prévenus. Pour seule réponse, les autorités ont refusé de lui renouveler sa licence, qui lui permettait de plaider. Les autorités ne souhaitent pas que des avocats venant d'autres provinces s'intéressent aux émeutes du 14 mars.
Parce qu'elle ne souhaite pas qu'on découvre tout ce qui s'est passé ce jour-là à Lhasa. Voilà ce que je pense. Si nous sommes ce soir au cœur de Lhasa, c'est parce que les autorités chinoises veulent prouver au monde entier que la flamme olympique peut demain traverser la ville sans encombre. Rien ne dit pour l'instant que cette volonté de transparence durera plus d'un week-end. On revient en France avec ce drame. Un adolescent de 14 ans a trouvé la mort hier soir à Paris, dans le 17e arrondissement, tué par un ascenseur. Un ascenseur qui datait d'avant-guerre et qui n'avait pas encore fait l'objet d'une remise aux normes. Les travaux n'étaient pas prévus avant 2009. Les faits avec Bernard Lebrun et Vivien Roussel. L'immeuble vient tout juste d'être rénové. Il fait partie d'une petite cité de bon standing dans le 17e arrondissement, gérée par l'OPAC, l'office d'HLM de la ville de Paris. Le drame s'est déroulé dans l'escalier du numéro 6. Hier soir, vers 20h30, le jeune Eliès, âgé de 14 ans, dévale les marches pour aller voir un match de foot. Soudain, quelqu'un l'appelle, il se penche à l'intérieur de la cage de l'ascenseur, qu'il n'entend pas descendre. Le choc sera fatal, les cervicales brisées. Eliès est mort sur le coup. Le problème, c'est que la cage d'escalier, pour l'instant, n'est pas aux normes. Mais on a jusqu'à 2010 pour le faire. C'est au niveau du grillage qu'il faut qu'il monte jusqu'au plafond. Ce matin, square de l'Aveyron, les voisins émus étaient en colère. Et la famille effondrée. Il est parti sans revenir, c'est ce que je peux dire. C'est ce que je peux dire. Est-ce qu'on va attendre la mort d'un deuxième enfant pour qu'enfin l'OPAC, la RVP, mette aux normes nos ascenseurs, pardon. C'est un scandale et je voudrais réellement que ça remonte jusqu'au maire de Paris. À la mairie de l'arrondissement, on invoque la complexité de ces travaux. Cherchons pas de responsabilité, commençons pas à désigner les coupables. Non, il y a la fatalité, il y a un plan de rénovation qui est mis en œuvre. On se rend compte que tout sera terminé en 2010. Il y a 300 ascenseurs comme ça dans l'OPAC aujourd'hui et 30 000 en France. Ça veut dire qu'il y a 30 000 points de danger potentiels. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas attendre 2010 ? Peut-être au moins fermer et provisoirement, avec du grillage, du bois ou du plexiglas, les cages d'ascenseurs encore ouvertes. Il concernera 215 quartiers. Le plan Espoir banlieue, dont les orientations avaient déjà été définies par Nicolas Sarkozy le 8 février dernier, a été mis en œuvre ce matin par le gouvernement. François Fillon était aux côtés de Fadela Amara, à Meaux, en Seine-et-Marne. Les principaux axes de ce plan, le transport, l'emploi et la sécurité. Reportage Thierry Curté et Guillaume Michel. Le plan banlieue avait été annoncé avec fracas en février, mais les détails se faisaient attendre. La ligne directrice du projet, c'est Fadela Amara qui définit les priorités, ce sont les ministres qui mettent en musique, car il s'agit d'abord de redéployer les crédits. Résultat, ce matin, dans un quartier rénové de Meaux, 11 ministres ont tenu conseil autour de François Fillon. À la sortie, la secrétaire d'État à la ville fixait la philosophie du plan. Moi, je vais être cash avec vous. Je n'aime pas les politiques d'assistanat qui mettent en situation de dépendance les gens. J'ai trop vécu ça pour que je le mette dans le plan banlieue. Les quartiers difficiles devront donc se prendre en main à travers l'emploi. 45 000 contrats d'autonomie seront proposés à des jeunes de moins de 26 ans. Une indemnité de mobilité pour tous les fonctionnaires qui s'investiront dans les quartiers prioritaires. L'éducation, deuxième urgence, avec de nombreuses mesures, dont la création de 12 000 places dans des écoles deuxième chance. On généralisera également l'accompagnement éducatif dans 4 100 écoles primaires. Troisième priorité, les transports, avec 500 millions d'euros qui sont prévus à terme pour désenclaver les quartiers difficiles. Fadela Amara a d'ores et déjà annoncé que ce comité des ministres se réunira tous les 6 mois pour suivre les dossiers. Et parmi ces mesures en faveur des quartiers, il y en a une qui retient ce soir notre attention, c'est, je cite, le busing. C'est ainsi que l'a qualifié Fadela Amara. Alors en quoi consiste le busing? Exemple en Dordogne où cette mesure est déjà appliquée. On voit cela avec Francis Mazoyer et Philippe Dumail. Bergerac est la ville pionnière en France pour le busing, un concept importé des États-Unis. En clair, un car conduit 130 enfants de la cité de la Catte, dite défavorisée, vers des écoles du centre-ville. Le but depuis 1995, obtenir de meilleurs résultats scolaires au travers d'un brassage, d'une mixité sociale. Les élèves ont l'air d'apprécier ces déplacements quotidiens. On fait des jeux avec mes copines dans le bus. Là-bas, il y a ma copine Sasita au fond, Malika. Le transport matin et soir depuis la cité, c'est pas trop dur? Non, mais c'est un peu dur de se lever très tôt. Je n'aime pas ça. Voici l'une des 7 écoles du centre de Bergerac qui accueille des enfants de la cité. Ils sont ici bien intégrés. Depuis que je suis ici, ils sont toujours pareils. Ils n'ont pas changé d'école. Donc ce sont
des petits camarades comme les autres. 13 ans après le début de l'expérience, il n'y a quasiment plus d'enfants d'immigrés maîtrisant mal le français. Les carnets de notes se sont sensiblement améliorés. Au collège, on en a tous les ans qui font d'excellents trimestres, qui ont les félicitations, comme dans n'importe quel autre collège. Alors ici, c'est l'ancienne école qui a été fermée. Cette fermeture et la mise en place du busing avaient suscité la polémique en 1995. Depuis, cela a changé la vie de beaucoup d'habitants de la cité de la Catte. Je pense que du point de vue social, ça a été vraiment un grand pas parce que les enfants ont des amis en ville, la ville n'est plus quelque chose d'inconnu, ils sont invités à des anniversaires, enfin c'est vraiment un brassage social intéressant. La cité est en pleine réhabilitation, mais pas question d'y reconstruire une école. Le busing qui a fait ses preuves sera maintenu dans les prochaines années. Voici maintenant le combat d'une femme contre la vie trop chère. Elle n'est membre d'aucun parti politique, mais cette ouvrière de 32 ans, mère de 3 enfants, tente, vous allez le voir, de mobiliser la population sur la question de la hausse des prix. Et pour elle, cela ne peut plus durer. Direction Argentan, dans l'Orne, reportage Juliette Guérin et Thierry Breton. Bonjour messieurs, dames. Elle ne représente aucun syndicat, ni même un parti politique. Pourtant, Christelle Levoyer est en campagne. Parce que les salaires aujourd'hui, ils suffisent plus en fait. Les gens ils survivent mais ils vivent plus. Donc je vous invite à nous rejoindre. Et puis, elle tracte tout haut ce que les autres pensent tout bas. Ras-le-bol de cette vie de plus en plus chère. Il ne faut pas attendre d'avoir touché le fond pour réagir. Et doublement, c'est vraiment des conversations qu'on a partout. Je veux dire, en pause au travail, on en parle en famille. Enfin, la vie est vraiment trop chère, on ne peut plus aujourd'hui. C'est plus possible. Les salaires, ils suffisent plus du tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle a décidé de manifester. Un défilé improvisé. Il y a 2 semaines, elle n'a rassemblé qu'une 50aine de personnes, mais elle ne désarme pas. Sa motivation, Christelle la puise dans son quotidien. Ouvrière, maman de 3 enfants, avec son salaire 1 300 € par mois et ses allocations, elle tient à peine 3 semaines. Quand elle fait ses courses, elle est à l'euro près. On fait vos courses avec la calculatrice? Ah oui, toujours oui. Parce que j'arrive avec une certaine somme et moi je les dépasse en fait. Et là, c'est quoi votre budget aujourd'hui? On va faire 60 nourritures et 30 essences. Essence plus alimentation, son budget ne dépasse pas 600 € par mois. Il y a une période où c'était un plaisir en famille, maintenant c'est d'un déprimant. Mais bon, c'est comme ça. Il y a pas des petits plaisirs quand même que vous vous accordez? Le tabac, je peux dire. À la rigueur, ce sera le seul. Dernière répétition. Et malgré vos promesses électorales, rien de concret ne s'est amélioré dans nos vies. Avec son mégaphone, Christelle battra de nouveau le pavé demain en espérant rallier d'autres consommateurs à la cause. Aujourd'hui, près de 500 000 élèves de classe de première ont découvert concrètement à quoi ressemblait le bac avec l'épreuve de français. Ce soir, voyons ce que deviennent ces milliers de copies. Elles sont, vous l'imaginez bien, regroupées. Et ensuite, prenons l'exemple de l'Académie de Strasbourg. Reportage Christine Beauce et Jean-Pierre Pasteur. Côté face, des candidats au bac qui planchent. Côté pile, des correcteurs qui corrigent. Et entre les deux, une organisation minutieuse. Cet établissement fait office de centre de regroupement de toutes les copies du bac techno de l'Académie de Strasbourg. 30 000 copies arrivent ici, elles sont vérifiées, comptées, recomptées et rendues anonymes. Il faut aussi être rigoureux parce que vous imaginez bien que notre cauchemar actuellement, c'est qu'il manque une copie à un endroit. Et ça n'est jamais arrivé? Ça arrive toujours et on la retrouve à chaque fois. Les précieuses copies sont réparties dans des enveloppes destinées aux 1400 correcteurs mobilisés qui viennent récupérer leur quota de copies. 39 copies à mon avis. Combien de temps pour ça? Là, ça va nous prendre peut-être 2 petites journées, ça dépend de la qualité de la copie aussi. Hein. Bien, si la copie est bonne, ça va plus vite, évidemment, c'est clair. Mais avant cela, direction la réunion d'harmonisation. Dans chaque matière, un enseignant coordinateur délivre consignes et barèmes de correction. Le corrigé destiné au STG, avec une question en plus, mais des barèmes différents. Eux corrigent sur place l'épreuve d'économie et de droit avec des exigences précises. Il faut veiller à la cohérence, à la capacité rédactionnelle, à la maîtrise de la langue. Pendant ce temps, et jusqu'à la publication des résultats, les aspirants bacheliers, eux, se rongent les sangs.
Le sport avec le football et l'élimination hier soir du Portugal par l'Allemagne qui retrouvera en demi-finale soit la Croatie, soit la Turquie. L'équipe de Cristiano Ronaldo s'est inclinée 3-2 en France. La communauté portugaise était bien triste hier soir aux alentours de 22h45. Nathanaël de Rinxin et Grégory Naboulé. Ils sont 150, peut-être 200. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce bar de Paris est bien trop petit pour accueillir tout le monde. Peu importe. Les Portugais de France font bloc derrière leur équipe. Ce quart de finale face à l'Allemagne, c'est une fête. Jusqu'à la 22e minute. Schweinsteiger inscrit le premier but de la rencontre. Rue de Longchamp, ça ne chante plus beaucoup. 4 minutes plus tard, Klose offre un deuxième but à l'Allemagne. Les Lusitaniens de Paris sont de plus en plus inquiets. Pourtant, sur le terrain, le Portugal semble avoir trouvé la solution. Ronaldo déstabilise la défense adverse et permet à Nuno Gomes de redonner l'espoir aux supporters portugais juste avant la mi-temps. Nous sommes en train de bien jouer, mais on n'arrive pas à mettre le but. Mais on va mettre encore deux et on va passer. Au retour des vestiaires, Michael Ballack montre qu'il a du talent et du métier. Pour marquer, il n'hésite pas à pousser le défenseur portugais. L'Allemagne mène 3-1. La rue de Longchamp replonge dans l'angoisse. Dans les dernières minutes du match, Elder Postiga réduit le score et offre quelques minutes d'espoir supplémentaires. Mais comme souvent dans le football, à la fin, l'Allemagne s'impose et se qualifie pour les demi-finales. Déçus, les supporters quittent le bar après une rencontre belle et triste, comme un fado portugais. Et sachez que la star du football portugais Cristiano Ronaldo a fait savoir qu'il souhaitait quitter son club de Manchester United. Le Real de Madrid serait sa destination rêvée, mais le club anglais a déclaré que son joueur était intransférable. Une affaire de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros. À suivre, la 27e édition de la Fête de la musique, c'est pour demain, un peu partout en France, mais également à l'étranger, car elle s'exporte depuis toutes ces années. Ainsi, on la retrouve à Londres, à New York, mais également à Tel Aviv. Reportage Charles Anderlin, Alain Grégo. La fête de la musique a solidement pris racine à Tel Aviv. Le public adore et participe. Pour la 3e année consécutive, sur cette terre d'immigration, les sons du monde entier s'entremêlent. Du sud-américain à l'oriental. Jacques Lang, l'inventeur de cette fête qui a traversé les continents, a droit au remerciement des Tel Aviviens. C'est venu nous organiser ça. C'est la bise. Bienvenue. Vous êtes contente? Ah oui, je suis heureuse. Mais à Tel Aviv, on ne veille pas tard. Et à 23h, des policiers ont fait taire les orchestres. La fête reprendra demain et se poursuivra dimanche. Côté palestinien, le coup d'envoi a été donné hier au Centre culturel français de Jérusalem-Est. Une atmosphère optimiste renforcée par le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas de Gaza. Le jour où la fête de la musique a lieu, il y a en même temps cette trêve, je veux l'interpréter comme un signe d'espérance. Mais la paix paraît toujours lointaine et ces rappeurs palestiniens chantent « Notre vie est de plus en plus difficile ». Il y a 50 ans, le général de Gaulle arrivait au pouvoir et à l'occasion de cet anniversaire, un dessinateur a eu l'idée originale d'imaginer de Gaulle prenant des congés à la plage. Frédéric Vion et David Fossard ont feuilleté pour nous cette bande dessinée qui remonte le temps. Je vous ai compris. L'Europe, mais ça n'aboutit à rien. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Il a traversé 3 républiques, 2 guerres, une libération et 2 présidences. Il a lancé des idées, des sous-marins et des petites phrases. Vive la France! Alors bien sûr, avec une telle histoire, le général a depuis longtemps dans les librairies son rayonnage à lui tout seul. Mais jusqu'ici, les biographies, les mémoires, les essais, bref, aucun de ces savants ouvrages n'avait encore osé présenter le général comme ça. Un de Gaulle à la plage,
qui porte donc des tongs et le maillot de bain 1950 au-dessus du nombril, sans oublier bien sûr le nécessaire à pâté de sable. Enfant, je me souviens avoir vu sur la télé noir et blanc des conférences de presse du général. C'était la fin de sa carrière en fait. Ça a dû me traumatiser, je sais pas. Le personnage de De Gaulle, il y a à peu près tout qui est caricaturable. C'est-à-dire qu'il était un petit peu extraordinaire par les oreilles, le nez, le menton, la taille, n'en parlons pas, etc. Et je me demande pourquoi on n'a pas utilisé davantage De Gaulle dans la bande dessinée. Et ce qu'il y a de bien avec De Gaulle, c'est qu'il n'y a pas seulement les costumes, le nez ou les oreilles, il y a aussi ces grandes petites phrases. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Et là aussi, pour un dessinateur, il y a de quoi faire. Si je vous dis vive le Québec libre, c'est De Gaulle. Si je vous dis française, français, je vous ai compris. C'est pas bien difficile, hein, c'est Charles de Gaulle. Il y a, pour ce qui est de la France, ce qui se passe dans une maison, la maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire. Et en même temps, elle veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table et que les filles ne rentrent pas la nuit. Seul problème, qu'une vulgaire BD se permette de caricaturer un pareil personnage, cela aurait pu choquer ceux qui se réclament de lui, et il y en a. Car en 2008, beaucoup d'hommes politiques se réclament toujours du gaullisme, et donc pourraient être chatouilleux sur le sujet, eh bien en fait, même pas. Dès la période 40-44, à Londres, on a publié, à l'intention des enfants de France, des BD mettant en scène le général de Gaulle. Donc je ne suis absolument, strictement pas choqué. Une bande dessinée comme ça égratigne bien moins la statue que la politique qui est menée aujourd'hui au nom parfois du gaullisme. Bref, la bande dessinée, à son tour, deviendrait presque un nouveau média naturellement gaulliste, 40 ans après la radio et la télé du général le plus cathodique de l'histoire. Un général dont les stations de métro, les boulevards et les rues nous répètent le nom encore 100 fois par jour et le rendent totalement inoubliable. Inoubliable, encore que. La contestation oui, la chienlit non. Paris meurtri, Paris libéré. Je sais pas du tout de quoi vous me parlez. Merci. Pardon mon général, pardon. Un petit coup de vieux. Et sachez que vous pouvez retrouver une version longue de ce sujet sur le site france2.fr. Je vous rappelle l'une des informations du jour, information donnée dans ce journal par la secrétaire d'État à la famille, Nadine Morano. Désormais, à compter de septembre, l'allocation de rentrée scolaire pour l'année 2008-2009 sera modulée sur un budget de 50 millions d'euros. Elle sera en augmentation notamment pour les élèves de lycée âgés de 15 à 18 ans. Voilà pour l'actualité de ce vendredi. Demain, je vous retrouve à 13h pour le journal et pour le MAG, dès 13h15. Dans un instant, la météo avec Isabelle Martinet, suivie du Point Route, Valérie Maurice. Puis votre série, Boulevard du Palais. Passez une très belle soirée et à demain, j'espère. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr. Votre soirée sur France.